Bismillahirrahmanirrahim. On va faire une petite révision, comme d'habitude, du dernier cours, le cours 6. Donc le cours 7, pardon. Alors, on a vu donc, ce que c'est que les antigènes. On a vu que les antigènes sont des substances capables de mobiliser le système immunitaire, de provoquer une réaction immunitaire, donc de produire une réaction immunitaire. Alors, la plupart des antigènes sont de grosses molécules, donc ce sont donc en général des protéines, de grosses protéines qu'on ne rencontre pas dans l'organisme. Ça veut dire que ça fait partie du non-soi. Alors, il existe deux types d'antigènes, les antigènes complets et les antigènes incomplets. Alors, un antigène complet, il a deux propriétés. D'une part, il possède une immunogénicité, ça veut dire qu'il est capable de stimuler la prolifération cellulaire des lymphocytes et la formation des anticorps. Et la deuxième propriété qui est importante, c'est la réactivité. C'est la capacité d'interagir avec les lymphocytes et bien sûr, donc, de continuer la réaction immunitaire spécifique. Alors, les antigènes complets sont en général de grosses protéines. Ça peut être également les acides nucléiques, les lipides, etc. Alors, on a dit que donc un antigène complet, un antigène incomplet ne possède pas d'immunogénicité. Ça veut dire qu'il ne peut pas activer une réaction immunitaire spécifique, mais il peut, s'il se lie à un vecteur donc du corps, une protéine du corps, hein, donc il va s'appeler un aptène, un antigène incomplet, c'est un aptène qui peut, quand il se fixe sur une protéine du corps, il peut donc devenir une protéine, un antigène complet et avoir une immunogénicité. C'est le cas donc de pénicilline, la pénicilline qui est donc un antibiotique qui normalement ne possède pas d'immunogénicité, mais quand il se lie à certaines protéines du sang, ça va devenir très réactif et ça peut donner des allergies qui sont graves. Alors, on a dit qu'un antigène, en général, c'est une grosse protéine, si vous voulez, mais qui possède donc des déterminants antigéniques. Ça veut dire sont des épitopes contre lesquels vont se former des anticorps spécifiques. Ici, nous avons le déterminant A. Il y a un anticorps A qui va se former, qui va se fabriquer, qui va se fixer spécifiquement sur l'épitope A. Le B, la même chose. Il y a un anticorps B qui va se fixer sur le déterminant B et le C, c'est la même chose. D'accord? Alors, on a vu également ce que c'est qu'un apprêtement. Alors, on a dit que l'antigène, quand il vient de l'extérieur, hein, quand il est phagocyté par une cellule phagocytaire, par une cellule présentatrice d'antigène, il va donc subir ce qu'on appelle un apprêtement. Ça veut dire des préparations pour le faire sortir vers l'extérieur dans une molécule de CMH de classe 2. Donc, l'antigène va être digéré et présenté dans un fragment de CMH de classe 2 à un lymphocyte T pour activer une réaction immunitaire spécifique. Alors, bien sûr, en général, c'est le cellule dendritique qui sert de cellules présentatrices pour surtout les virus. Les macrophagocytes, donc les polynucléaires neutrophiles, les macrophages, eux, elles servent surtout pour les bactéries et puis, bien sûr, pour certains virus. Alors, le lymphocyte B, c'est un cas particulier. Alors, c'est un lymphocyte qui, normalement, il fabrique des anticorps. Il peut également servir de cellule présentatrice d'antigènes. Donc, on a dit que le lymphocyte B, grâce à ces anticorps de surface spécifiques, ils vont se fixer sur des particules, des antigènes solubles, surtout des toxines de bactéries par exemple, et la toxine va subir également une internalisation, une digestion, et puis ça va être présenté dans des molécules de CMH de classe 2 comme pour une CPA normale. D'accord? Alors, on a dit donc qu'il existait deux types
CMH, le CMH de classe 1, qui possède, c'est une protéine avec un creux sur lequel se fixe l'antigène, et elle est liée à la membrane par une seule protéine. Le CMH de classe 2, il est la même chose, mais il est lié avec deux protéines, c'est pour ça qu'on l'appelle CMH de classe 2. Alors, on a vu ce schéma qui explique comment sont fabriqués les CMH de classe 1 dans cette partie de gauche, dans le cas d'une infection virale où l'antigène est synthétisé à l'intérieur de la cellule, et dans le cas de CMH de classe 2, dans le cas où on a une infection par une bactérie qui rentre de l'extérieur et qui est dégradée. Alors, dans ce cas-là, les deux CMH de classe 1, de classe 2 et de classe 1 sont synthétisés par donc bien sûr, le noyau qui envoie des ARN messagers, ensuite qui vont être, donc il va y avoir synthèse de CMH de classe 2 et de classe 1. La classe 2, il y aura une protéine LI qui bloque le site de fixation de l'antigène. Ensuite, ça va passer par le Golgi. Le CMH de classe 2 va venir ici. Donc, une fois l'antigène il rentre par endocytose, il va rentrer, il va commencer l'apprêtement, il va être coupé. Et dans cette vésicule, il y aura donc détachement de cette molécule Li et puis liaison d'un antigène qui va sortir dans une molécule de CMH de classe 2. Ça, c'est dans le cas d'une infection virale, d'une infection bactérienne, où on a un CMH de classe 2. Dans l'autre cas où on a un virus qui injecte son génome, il va être synthétisé, donc le virus va être synthétisé en même temps que le CMH de classe 1, qui va passer le Golgi et faire sortir à l'extérieur le CMH de classe 1 muni du virus qui va être présenté vers l'extérieur. D'accord? Alors, on a dit également que donc la liaison de l'antigène avec l'anticorps, donc on a des signaux qui sont liés à ça. Alors, quand l'antigène va se fixer sur une cellule présentatrice d'antigène, ça va constituer le premier signal. Alors, ce premier signal va activer, si ça se fixe sur un lymphocyte T, ça va activer le lymphocyte T, mais ça ne va pas être suffisant pour continuer la réaction immunitaire spécifique. Il faut donc un deuxième signal qui est très important. Ce deuxième signal est nécessaire à l'expansion clonale. Donc, ça va donc faire, par exemple, si le lymphocyte T est activé, il y a d'autres signaux qu'on va voir par la suite qui vont donc l'activer pour avoir une expansion clonale, une différenciation et la suite de la réaction immunitaire spécifique. Alors, pour le lymphocyte B, ce deuxième signal est donné par le lymphocyte T. D'accord? Alors, le lymphocyte T, il va coopérer avec le lymphocyte B, et surtout un lymphocyte B de type TH2. Donc, maintenant, on sait que pour le lymphocyte B, nous avons un lymphocyte T, TH2, qui va démarrer une réaction immunitaire humorale qui va faire synthétiser des anticorps par le lymphocyte B. Alors, ce deuxième signal, pour le lymphocyte T naïf, ce deuxième signal, encore appelé costimulateur, peut être apporté par une troisième population distincte, que ce soit donc lymphocyte B, macrophage ou bien cellule dendritique, donc est apporté surtout par une cellule présentatrice d'antigènes. Alors ce deuxième signal, donc le lymphocyte T, quand il va coopérer avec le CPA, il y aura donc la première liaison CMH-TCR, c'est le premier signal. Le deuxième signal va venir de la CPA elle-même. On va voir comment. Alors, enfin, on a vu dans la fin du cours que, donc, en l'absence de deuxième signal, donc, il n'y aura pas de réaction immunitaire spécifique. On aura donc une non-réponse. Alors, si par exemple, il y a des antigènes de l'organisme qui font partie du soin, donc bien sûr, si il y a une liaison avec le lymphocyte T, ça ne va pas continuer parce que on a une réponse, on a une non-réponse au lymphocyte T, même si il y a un CMH qui va se lier sur le TCR du lymphocyte T, il n'y aura pas de suite parce qu'il n'y aura pas de deuxième signal, donc il y aura une non-réponse. Alors, cette non-réponse ou bien énergie,
et le support de la tolérance périphérique. Alors, cette notion de tolérance, elle est très importante. On va la voir dans l'immunopathologie, comment elle naît. Hein, cette tolérance, ça veut dire qu'on va tolérer les cellules du foie. Hein, donc, on ne va pas avoir un deuxième signal, on va avoir une anergie ou bien une non-réponse. Cette non-réponse qui va bloquer la réaction immunitaire pour que ça n'aille pas plus loin, pour ne pas avoir une auto-immunité. Donc, le lymphocyte T, qui est le centre d'intérêt de la réaction immunitaire spécifique, donc c'est le plus important, c'est le lymphocyte T. Hein, donc, puisque donc, la majorité des lymphocytes B ont besoin de la liaison, de la stimulation par le lymphocyte T, alors le lymphocyte T, c'est lui qui va garantir la tolérance pour les lymphocytes B. Parce que c'est lui qui va donner ce deuxième signal. S'il n'y a pas ce deuxième signal, il n'y aura pas de réaction immunitaire spécifique. Donc, on dit que la tolérance T, la tolérance du lymphocyte T, va garantir la tolérance des lymphocytes B. Ça veut dire que le lymphocyte B ne va pas s'activer pour donner une réaction immunitaire spécifique, pour continuer la réaction immunitaire spécifique, pour donner des anticorps. Donc, il ne va pas donner des anticorps et la réaction va s'arrêter. C'est pour éviter l'auto-immunité. C'est ce qu'on appelle le phénomène de tolérance. D'accord? Alors maintenant, on va commencer le cours 8. Alors, ce cours 8, qu'est-ce qu'il y a? On va donc parler, on en a parlé souvent, mais on ne les a pas détaillés. Ce sont donc les cytokines. Alors, les cytokines, qui sont des protéines, on va voir ce que c'est que les caractéristiques des cytokines. Ce sont donc des glycoprotéines membranaires, ou bien ils sont sécrétés par des cellules suite à une stimulation. D'accord? Alors, ce sont donc des glycoprotéines, donc ce sont des protéines sur lesquelles on trouve des sucres membranaires. Ils peuvent se trouver sur la membrane, comme ils peuvent se trouver donc sécrétés par les cellules dans le milieu intérieur, dans la lave. Alors, ces glycoprotéines, ces cytokines, il existe une centaine jusqu'à présent. Alors, de plus en plus, on découvre d'autres cytokines. Ils sont classés suivant l'homologie de structure. Alors, ils sont classés selon leur structure. Alors, donc on va essayer de donner un petit résumé de ces cytokines parce que c'est un très, très, très grand chapitre et c'est très compliqué. On va juste vous donner les grands traits pour comprendre ce que c'est qu'une cytokine et ce que c'est les cytokines les plus importantes. On a d'abord le TNF, donc facteur de nécrose tumorale, TNF-alpha. On a les interleukines, on a les chimiokines, hein, on en a parlé, ce sont des cytokines qui servent dans la migration cellulaire, donc la sortie des polynucléaires, des monocytes donc du sang pour aller dans le tissu, hein, c'est la migration cellulaire. Et on a les interférents, les IFN. Chaque cytokine peut être synthétisée par plusieurs types de cellules. Alors, une cytokine, par exemple l'interleukine 2, peut être synthétisée par le lymphocyte T, peut être synthétisée par le lymphocyte B, peut être synthétisée par le macrophage, etc. Donc, une cytokine peut être synthétisée par plusieurs cellules et agit sur un grand nombre de cellules sur lesquelles elle aura des actions variées. Elle peut agir sur une cellule pour permettre sa multiplication. La même cytokine peut agir sur une autre cellule pour permettre sa différenciation, etc., etc. Donc, une cytokine aussi peut avoir des effets différents sur des cellules différentes. D'accord? Et une cytokine peut agir sur un grand nombre de cellules différentes. D'accord? De cellules différentes. Les cytokines agissent selon différents modes d'action. Hein? Donc, les différents modes d'action que vous connaissez pour les hormones. Vous avez des actions autocrines, ça veut dire sur une cytokine qui est synthétisée par la cellule et qui agit sur la même cellule. Ou bien sur juxtacrine, ça veut dire que ça va agir sur une cellule voisine. Hein? Donc, une paracrine, ça veut dire une cellule qui peut être un peu plus loin. Et endocrine, ça veut dire une cytokine qui va aller dans le sang et dans la lymphe et agir sur des cellules qui sont beaucoup plus loin. D'accord? Donc, alors les cytokines ne peuvent agir que par l'intermédiaire de récepteurs qui doivent être présents sur les cellules cibles. Alors,
toujours donc ces cytokines, c'est comme des hormones. Pour agir, il faut que ça se fixe sur des récepteurs, sur la cellule réceptrice. D'accord? Alors la cellule cible, elle possède des récepteurs sur lesquels va se fixer de façon spécifique la cytokine pour donc donner une réponse quelconque. Certains de ces récepteurs se clivent après fixation et forment un récepteur soluble, inhibant ainsi l'action de la cytokine. Alors, des fois, ces récepteurs vont se cliver, se couper en deux, donc perdre une partie, après fixation et former un récepteur soluble, ce récepteur soluble qui peut donc inhiber l'action de la cytokine. Au début, on a l'action de la cytokine, on a l'effet physiologique, et au bout d'un certain temps, ces récepteurs peuvent se cliver et donc si vous voulez, inhiber l'action de la cytokine et on n'aura plus d'action de cette cytokine. Donc là, c'est en général ce que c'est que les cytokines. Donc ce sont des substances comme des hormones, je les appelle des hormones entre guillemets, elles sont comme des hormones de l'immunité. Elles sont des glycoprotéines qui sont synthétisées et qui vont agir sur des cellules cibles par l'action de récepteurs. Elles vont avoir différents effets sur différentes cellules. D'accord? Alors, on va maintenant donc citer les cytokines les plus courantes. On ne va pas les citer toutes parce que c'est une centaine et c'est très compliqué. On va voir juste les cytokines qu'on connaît et d'autres cytokines que je vais vous citer. Alors, on a d'abord donc l'histamine. Alors, on en a parlé souvent. L'histamine, c'est une amine vasoactive, donc elle permet la dilatation des vaisseaux, stockée dans les granules de mastocytes. On a vu les mastocytes qui se trouvent dans les épidermes, les dermes, donc les mastocytes et aussi sur les basophiles. Aussi, ce sont donc des globules blancs, donc des granulocytes. Alors, ces mastocytes et ces basophiles vont libérer, une fois stimulés, ils vont libérer cette histamine qui a un effet vasodilatateur, vasoactif. Donc, on a vu que ça agit au niveau de l'inflammation pour dilater les vaisseaux sanguins. D'accord? Elles ont un effet vasoactif. Donc, les mastocytes activés par la reconnaissance de DAMP, donc le signal de danger sur le PAMP, ou par les anaphylatoxines C3A et C5A, ce sont des anaphylatoxines des chimiotactiques. Ils vont donc, ces mastocytes vont libérer de l'histamine, qui est normalement, cette histamine sont stockées dans des granules dans le milieu, dans les mastocytes. Alors, l'histamine, elle a un effet, augmente la perméabilité vasculaire et permet la contraction des muscles localement, donc c'est toujours dans l'inflammation. Elle agit aussi au niveau du système nerveux et provoque la sensation de douleur. D'accord? On a vu ça dans le schéma de l'inflammation qu'on va revoir dans un TD en plus en détail. Alors, cette histamine qui va augmenter la perméabilité vasculaire et bien sûr et la contraction des vaisseaux lisses, bien sûr pour permettre l'apport de sang, et aussi elle va avoir un effet sur les terminaisons nerveuses pour donner la sensation de douleur quand il y a une blessure par exemple. Alors on a vu l'histamine, maintenant on va voir ce que c'est que les chimiokines. Alors les chimiokines sont de petites cytokines dont la plupart sont produites lors d'une réponse inflammatoire. Alors, les chimiokines, c'est surtout dans une réponse inflammatoire. Les chimiokines sont des cytokines impliquées dans la migration cellulaire, on a vu, c'est elles qui vont permettre donc la migration cellulaire, comme on a vu dans l'inflammation, vont permettre le transport, permettre l'attraction des cellules immunitaires vers l'endroit qui est infecté. Elles sont sécrétées par de nombreuses cellules sentinelles, les cellules dendritiques, les macrophages, etc. Ce sont donc des cellules qui patrouillent dans le tissu, dans l'épiderme, pour chercher les antigènes. Quand ils trouvent des antigènes, ils vont sécréter des chimiokines qui vont permettre donc l'apport des macrophagocytes dans l'endroit qui est infecté.
Donc, ils sont sécrétés par les cellules sentinelles, cellules dendritiques et macrophages. Après stimulation par des signaux de danger, elles forment alors un gradient et dirigent vers ainsi la migration des populations, leucocytaires requis vers le tissu infecté. Alors, ces chimiokines, ce sont des chimiotactiques, donc ils ont un pouvoir d'attirer les cellules phagocytaires dans l'endroit qui est infecté, bien sûr, pour permettre la phagocytose. Ils ont pour rôle d'activer les cellules immunitaires, ces chimiokines, ainsi que de les recruter au site de l'inflammation, ça veut dire les importer au site de l'inflammation. Et parmi ces cellules, ces chimiokines, on a ce qu'on appelle l'interleukine 8. C'est une cytokine qui est très, on l'appelle pro-inflammatoire. Ça veut dire participe dans l'inflammation et c'est une chimiokine qui permet d'attirer les polynucléaires neutrophiles, les PNN, au lieu de l'inflammation. Donc, bien sûr, pour ces PNN qui vont faire donc la phagocytose et détruire le micro-organisme dans le lieu de l'inflammation. Le troisième type de cytokine important qu'on va voir souvent, ce sont les TNF-alpha, c'est les facteurs de nécrose tumorale. Cette TNF-alpha est une substance produite par le système immunitaire qui intervient principalement dans la lutte contre les cellules cancéreuses. Alors, dans le cas de cellules cancéreuses, pour ça qu'on a des tumorales, donc des cellules, quand on a des cellules tumorales, on a donc on a des productions de ce TNF, de cette cytokine, qui va participer dans la lutte contre les cellules cancéreuses. On a également une TNF-bêta, sont produits respectivement par les monocytes. Les TNF-alpha sont produites par les monocytes et les TNF-bêta sont produites par les lymphocytes T, d'accord? Des cellules sentinelles dans le système de défense immunitaire. Les deux facteurs de nécrose tumorale vont être en mesure de détruire les tumeurs, donc TNF-alpha et TNF-alpha et TNF-bêta ont la capacité de détruire les tumeurs en entraînant leur nécrose. Ils sont capables de détruire ces cellules par des nécroses, par apoptose. Alors, ce TNF-alpha, par exemple, c'est une protéine dans 185 acides aminés. Donc, c'est la plus importante des cytokines pro-inflammatoires. On a dit pro-inflammatoire, ça veut dire qu'il provoque l'inflammation et bien sûr mobiliser le système immunitaire. Donc, c'est une protéine la plus importante des cytokines pro-inflammatoires. Elle agit au niveau du foie lors d'une infection en induisant la synthèse de molécules de la phase aiguë de l'inflammation. Alors, ces molécules de la phase aiguë de l'inflammation, on va le voir, c'est comme le CRP, on va voir, c'est une protéine qui est fabriquée par le foie. Alors, cette protéine qui est fabriquée par le foie, ça va être un indicateur d'accord, ça va être un indicateur de l'inflammation. Alors, donc cette TNF-alpha va agir sur le foie pour que le foie fabrique des protéines de la phase aiguë. Elle agit également au niveau de l'endothélium vasculaire, au niveau des vaisseaux sanguins. L'endothélium sont des cellules qui se trouvent à l'intérieur du vaisseau sanguin, en induisant la synthèse de protéines membranaires qui seront indispensables à la diapédèse. Elle va agir également, pour ça qu'on dit c'est une protéine c'est une cytokine pro-inflammatoire. Elle va agir également au niveau de l'endothélium vasculaire, de l'endothélium vasculaire pour produire pour qu'il synthétise cet endothélium, synthétise des protéines membranaires indispensables à la diapédèse. C'est le déplacement des cellules immunitaires des vaisseaux sanguins vers le tissu. Donc, c'est une cytokine qui est très importante, qui
participe dans elle est la plus importante des cytokines pro-inflammatoires. Elle permet la synthèse par le foie des molécules de la phase aiguë de l'inflammation et la synthèse des protéines qui servent dans la diabète. Une quatrième catégorie donc de cytokines qui sont les plus importantes, ce sont les interleukines. Alors ces interleukines, on va le voir souvent, ils sont souvent appelés interleukines IL-1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc on va les voir. Ce sont des protéines naturelles qui sont produites par les leucocytes, donc par les lymphocytes, par les globules blancs, et qui agissent sur les globules, sur elles-mêmes ou bien sur d'autres globules. Donc, elles servent de messagers entre les cellules. Elles servent donc de messagers cellulaires, comme certaines hormones qui servent donc de messagers entre les cellules. Alors, on va citer quelques exemples de ces interleukines qui sont les plus importants. D'abord, on a l'interleukine 1. Donc, l'interleukine-1, on aura l'interleukine-2, 3, 4, etc. Alors, l'interleukine 1 est un cytokine pro-inflammatoire. On a dit pro-inflammatoire, ça veut dire qu'il va fabriquer, qu'il va activer l'inflammation, qui va favoriser l'inflammation. Elle est sécrétée par les macrophages. L'interleukine 1 est sécrétée par les macrophages et qui va agir au niveau du hypothalamus lors d'une infection afin d'induire la synthèse de prostaglandine qui sera à l'origine de la fièvre. D'accord? Alors, l'interleukine 1 qui est synthétisé par les macrophages va aller au niveau de l'hypothalamus, au niveau du système nerveux central, pour activer la synthèse de prostaglandine, de PG, le grand P, le grand G, qui sera à l'origine de la fièvre. C'est ça qui va donner la fièvre, ainsi qu'au niveau du foie, pour activer la synthèse de certaines molécules de la phase aiguë de l'inflammation. D'accord? Donc, elle a deux rôles. Elle va permettre la synthèse de prostaglandine qui donne la fièvre et activer au niveau du foie la synthèse de molécules de la phase aiguë de l'inflammation. Donc ça, c'est la première cytokine, l'interleukine 1. L'interleukine 2, elle est sécrétée par les CD4. Donc les lymphocytes CD4 qui stimulent la prolifération lymphocytaire et la différenciation en lymphocyte TH. Alors, le lymphocyte T qui n'est pas encore différencié au début, il va se différencier en lymphocyte TH, TH1 ou bien TH2. Alors, l'interleukine 2 va être utilisée en thérapie du cancer contre le VIH, donc pour stimuler la différenciation des lymphocytes T4 en lymphocyte T, TH1 ou bien TH2. D'accord? On a donc l'interleukine 2, on va le voir dans le TD, c'est très important. Il permet également la prolifération et la différenciation des lymphocytes B et activer le macrophage. Alors, l'interleukine 4 est une cytokine produite par les cellules naturelles killer, les cellules naturellement tueuses qu'on a vues, qui agissent aussi bien dans l'immunité non spécifique dans l'immunité spécifique. Elle permet la différenciation des lymphocytes CD4 en lymphocytes LTH2. D'accord? Et bien sûr, elle va aider la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes. Alors, l'interleukine 4, qui est produite par les natural killers, va permettre la différenciation des lymphocytes les lymphocytes TH2, ça veut dire pour permettre la réaction immunitaire spécifique humorale qui produit les anticorps par les plasmocytes. D'accord? On a également l'interleukine 6 qui est une cytokine aussi pro-inflammatoire qui va agir au niveau du foie lors d'une infection afin d'activer la synthèse de molécules de la phase aiguë. Donc, c'est également une protéine, une cytokine pro-inflammatoire qui va agir sur le foie pour synthétiser des substances de la phase aiguë, des molécules de la phase aiguë de l'inflammation. On a également l'interleukine 7, joue un rôle indispensable dans la maturation des lymphocytes B grâce à sa sécrétion au niveau de la moelle osseuse. On a l'interleukine 10 qui est pratiquement la seule interleukine qui est anti-inflammatoire. Les autres, jusqu'à présent, elles étaient
pro-inflammatoire, ça veut dire qui provoque l'inflammation. L'interleukine 10, elle, au contraire, elle va stopper l'inflammation, elle va bloquer l'inflammation. C'est une anti-inflammatoire qui joue un rôle de régulation de la réaction inflammatoire. Si la réaction inflammatoire continue, au bout d'un certain temps, il faut l'arrêter pour ne pas donner une inflammation chronique. D'accord? Et pour éviter donc une auto-immunité par une inflammation chronique. Ça veut dire que l'inflammation, ça permet de détruire les microbes, mais si elle continue, ça va s'appeler une inflammation chronique. Si elle continue longtemps, elle peut donner des dégâts au niveau du tissu et donc donner une auto-immunité. On a également l'interleukine 12, qui est une cytokine pro-inflammatoire qui module l'activation des lymphocytes. Elle permet la différenciation des lymphocytes T4 en lymphocytes TH1. Donc, elle participe dans l'immunité spécifique à médiation cellulaire. On a l'interleukine 13, qui est une cytokine produite par Natural Killer. L'interleukine 18, qui est une protéine, une cytokine pro-inflammatoire, qui va donc permettre la différenciation des lymphocytes T4 en lymphocytes TH1, donc la réaction immunitaire à médiation cellulaire. Et enfin, nous avons donc parmi les interleukines les plus importantes, l'interleukine 23, qui va permettre la différenciation des lymphocytes T4 en lymphocytes TH17. C'est-à-dire que c'est une cytokine, ce sont donc des lymphocytes TH17 participent dans les réactions d'allergie et dans les réactions inflammatoires. D'accord? Alors ça, ce sont donc des exemples des interleukines les plus importantes. Bon, je vous les ai résumés au maximum et je vous ai donné donc les grands traits de ces interleukines qui sont très importantes dans l'immunité. Alors enfin, nous avons la dernière catégorie de cytokines qui est les interférents. Alors, donc les interférents sont des cytokines dont la production est induite suite à une infection virale. Quand il y a une infection virale, nous avons des interférents. Une infection bactérienne aussi, ça peut donner des interférents. Une infection parasitaire, s'il y a des parasites, ou bien la présence de cellules tumorales. Donc, ceci a une réponse à la présence d'acides nucléiques étrangers. Quand il y a des acides nucléiques étrangers à l'organisme. Donc, en général, quand il y a des infections virales, surtout par les virus à ARN, il y a des acides nucléiques qui vont se retrouver dans le cytoplasme de la cellule. Donc, il y aura donc une synthèse d'interférents. Donc, c'est surtout dans une infection virale, mais ça peut se trouver également dans les infections bactériennes, parasitaires et les cellules tumorales, les cellules du corps qui deviennent cancérigènes. Alors, ces interférents ont un effet principalement dans la réplication virale. Donc, c'est pour éviter la réplication de l'ADN ou bien de l'ARN, la réplication de l'ARN, donc ils vont essayer de stopper la réplication virale. Une action bactérienne est aussi une action antiprolifératrice, donc ça bloque aussi la multiplication des bactéries et la prolifération des cellules étrangères. Et aussi l'activation d'autres cellules immunitaires telles que les natural killers, les macrophages et aussi les lymphocytes. Donc, elle va ainsi donc stimuler, activer les cellules immunitaires pour bien sûr permettre de détruire les cellules qui rentrent dans l'organisme. Alors, on donne juste quelques exemples d'interférents. On a l'interférent de type 1, IFN de type 1, qui prennent en compte les interférents alpha et bêta et jouent un rôle dans la réponse immunitaire innée. Donc, l'IFN 1 donc, joue un rôle dans la réaction immunitaire non spécifique. Ils sont produits par les cellules immunitaires, mais également par un grand nombre de cellules, cellules dendritiques, cellules épithéliales, etc., suite à différents types d'interactions. Donc, quand il y a une interaction avec des récepteurs qui s'appellent TLR
ou bien RLR, ce sont des récepteurs cellulaires. Donc, il y aura donc production de ces interférons de type 1. Et donc, il y a l'interféron IFN de type 2, on l'appelle l'interféron gamma, gamma, qui sont produits uniquement par les cellules immunitaires, lymphocytes B, lymphocytes T et natural killer. Et l'interféron gamma, IFN gamma, sont synthétisés par ces trois types de cellules spécifiques lors de la réaction immunitaire adaptative. Alors, le type 1, alpha et bêta sont au cours de la réaction innée et bêta, donc l'interféron gamma dans la réaction adaptative. Alors, ces interférons gamma ils ont différents rôles plus ou moins directs au sein de l'organisme. Protection contre les infections virales, stimulation de l'activité phagocytaire des macrophages, stimulation donc de la maturation des lymphocytes T et lymphocytes B, la maturation qui se fait dans les organes lymphoïdes primaires, augmentation de l'expression de CMH de classe 1 et de classe 2 par les macrophages. Donc, les macrophages, une fois qu'ils sont stimulés par ces interférons gamma, ils vont augmenter le nombre de CMH, de molécules de CMH de classe 1 et de classe 2. Ils ont enfin une action des polynucléaires neutrophiles PNN sur les polynucléaires neutrophiles et les cellules NK. D'accord? Donc, ce sont donc les interférons interférons alpha et bêta qui agissent au niveau de la réaction immunitaire non spécifique et l'interféron gamma qui agissent au niveau de la réaction immunitaire spécifique. Alors là, on a fini un petit peu les cytokines. Je vous les ai résumés au maximum pour vous donner une idée sur ces cytokines et surtout sur les cytokines les plus importantes qu'on va voir au cours du reste du cours, qui sont très importants dans la réaction immunitaire, que ce soit spécifique ou non spécifique, mais surtout dans la réaction immunitaire spécifique. D'accord ? Alors, dans ce dernier chapitre de ce cours, on va voir donc ce que c'est que les marqueurs de surface des cellules immunitaires ou bien des classes de différenciation ou bien, ça s'appelle en anglais, clusters de différenciation, Alors, ces CD qu'on a vu au cours de ce cours-là, on a vu CD4, CD8, CD2, CD3, etc. Ce sont donc des marqueurs membranaires, ce sont des marqueurs de la membrane des cellules immunitaires. Ce sont des marqueurs de la membrane. Alors, ce sont des marqueurs de la membrane, ça veut dire que chimiquement, on peut déterminer, par exemple, entre un lymphocyte T4 et un lymphocyte T8, au niveau du microscope, on ne peut pas les distinguer. Si on met des marqueurs de CD4 ou bien de CD8, on peut distinguer entre CD4 et CD8, on peut les voir au microscope, donc la différence entre CD4 et CD8. Alors, les CD sont présents à la surface de toutes les cellules immunitaires. Toutes les cellules immunitaires possèdent différentes CD4. Donc, ce sont des antigènes exprimés par la population cellulaire du système immunitaire. Ce sont donc des antigènes spécifiques qui sont sécrétés par les cellules et qui se trouvent au niveau de la membrane et déterminent le type cellulaire et leur stade de différenciation cellulaire. D'accord? Donc, il détermine le type cellulaire, alors qu'on peut distinguer entre lymphocyte T CD4 et lymphocyte T CD8, ainsi que le stade de différenciation. On peut avoir des lymphocytes T CD8 qui se sont transformés en lymphocytes T cytotoxiques. Donc, c'est un stade de différenciation cellulaire. D'accord. Ce sont des marqueurs de surface cellulaire pour identifier les cellules. On les utilise pour identifier les cellules. Est-ce que si c'est une CD4, CD8 ou CD17, etc. Donc, c'est pour différencier. C'est une pièce d'identité de la cellule. Ce sont donc des molécules aussi fonctionnelles qui permettent les fonctions physiologiques telles que l'activation, la régulation, la différenciation. D'accord. Alors, on a donc les lymphocytes, donc les CD, CD4, CD8,
qui vont se transformer en CD lymphocytes T cytotoxiques, elles ont aussi des réactions fonctionnelles. Elles peuvent donc permettre l'activation et aussi la régulation. Il y a certaines cytokines qui vont se transformer en lymphocytes T, qui peuvent donc certains lymphocytes T qui peuvent se transformer en lymphocytes T régulateurs pour stopper la réaction immunitaire, etc., ainsi que permettre la différenciation d'autres cellules. Alors ici, donc, on a un tableau, je vous le passe rapidement, où on trouve plus de 360 CD différents sur des cellules. Ici, vous avez le CD, les types de CD, CD3, CD2, CD2R, CD3, CD4, CD5, etc. Les principales cellules qui portent ces cellules, par exemple ici, le CD2, il est porté par les lymphocytes T. Et aussi les composants membranaires, la fonction, ce sont donc des récepteurs pour le LFA3. Donc, ce sont des molécules d'adhésion qui se trouvent sur les CPA et aussi sur les sont sur certaines cellules du mutant. D'accord? Vous avez donc ici le type de CD, les principales cellules porteuses et ici la fonction de ces cellules. On a par exemple ici CD4 qui sont sur les T auxiliaires, sur les lymphocytes T auxiliaires, et sont des récepteurs de CMH de classe 2 et de classe 2, donc aussi du VIH, etc. CD8 qui se trouvent sur les lymphocytes T cytotoxiques sont les récepteurs de CMH de classe 1, etc. Donc, vous pouvez lire chez vous ce tableau et voir chaque type de CD et où il se trouve et sa fonction physiologique. Alors ici, on a terminé donc ce cours dans lequel on a vu donc les différentes cytokines, on a vu les différents CD. Donc je vous recommande de revoir ce cours-là et doucement, si vous n'avez pas compris, vous pouvez revoir encore une fois. Si vous avez des questions, vous pouvez me l'envoyer donc dans ma boîte email et je vous remercie.